Bonjour et bienvenue sur Greyplon pour cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous parler cette fois-ci, je vais vous parler de jeux de rôle, je vais vous parler des Chroniques de l'étrange Hong Kong. Alors c'est l'adaptation d'une œuvre littéraire, une trilogie de Romain d'Huissier qui narre des aventures fantastiques à base d'arts martiaux chinois, le fameux Zhuge San Pan ou Kung Fu Pian, pardon, comme on l'appelle dans le milieu du cinéma. Alors en fait, ce n'est pas la première fois que Romain d'Huissier met sur papier sa passion pour l'Extrême-Orient. Il est l'auteur, notamment, il est l'un des auteurs de Qin, qui avait fait le succès du 7e siècle il y a quelques années. Donc Romain d'Huissier, c'est un passionné. Il est aidé dans ce jeu de rôle de Cédric Lamère, un des auteurs de Knight, et évidemment, Cédric Lamère oblige, c'est chez Entremonde Éditions. Alors, les Chroniques de l'étrange, on va jeter un petit coup d'œil au livre de règles à travers un feuilletage express. On va essayer de voir comment les deux auteurs ont réussi à retranscrire à la fois l'esprit des romans, hein, mais aussi cette culture des arts martiaux japonais, d'arts martiaux chinois, pardon, ou du cinéma hongkongais. Alors, on se retrouve donc devant les Chroniques de l'étrange. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est que cet ouvrage, il est vraiment superbe, la maquette est vraiment géniale, vous allez voir, c'est extrêmement aéré, c'est très lisible. Bon, c'est dans la mode maintenant, il y a le petit marque-page en tissu, bon, ça, on a l'habitude. Alors, comment se compose, de quoi est composé les Chroniques d'étrange Hong Kong? On apprend plein de choses. Alors, donc, ce n'est pas un jeu de rôle qui s'adresse à tous ceux qui sont hyper calés dans ce qui est arts martiaux chinois, Hong Kong, etc. Ici, justement, on présente tout, donc si vous êtes un débutant, il n'y a pas à hésiter, car vous allez voir que à travers ce feuilletage express qui va vous s'attarder sur différents éléments, vous allez voir que franchement, même si vous y connaissez rien, à la fin de l'ouvrage, qui est quand même un sacré pavé, vous allez être calé, hein. Donc l'introduction, qu'est-ce que le jeu de rôle? Alors il y a beaucoup d'illustrations qui sont superbes, franchement on est plongé de suite dans l'esprit des œuvres de Romain d'Huissier, avec cette ambiance un peu à la fois crépusculaire, pulp, enfin un mélange de tout. Vraiment j'aime beaucoup l'esthétique choisie pour ce bouquin. C'est très lisible, c'est très aéré. Alors les précautions à prendre pour jouer en toute sérénité, bon, des thèmes spécifiques, l'horreur, évidemment, on est dans le fantastique et l'horreur, donc les plus jeunes devront aborder le sujet avec un peu de prudence, il n'y a pas de problème. L'histoire, voilà. Alors là vous avez l'histoire de Hong Kong. Alors pour tous ceux qui croient que Hong Kong ce n'est qu'une île, un peu comme moi au début, hein, on va vite se rendre compte qu'on se trompait, qu'Hong Kong c'est bien autre chose. Alors l'intégration à l'Empire du Milieu, l'arrivée des Occidentaux, la colonisation anglaise, la création de la colonie de Hong Kong, l'occupation japonaise. Alors là vous avez tout l'historique de Hong Kong, hein, qui est toujours intéressant à lire. La période de rétrocession à la Chine, qui va changer un petit peu le quotidien des Hongkongais. Hong Kong au XXIe siècle. Ceux qui dirigent Hong Kong, là vous avez la structure politique de Hong Kong, avec son chef exécutif, etc. C'est divisé en districts qui correspondent un petit peu à nos arrondissements, hein, de Marseille ou de Paris, et chaque district a son propre mini-gouvernement, avec les conseils de district. La police de Hong Kong, alors là, vous avez le descriptif de la police de Hong Kong, mais il y a aussi d'autres départements qui ont été créés pour l'occasion, voilà, et qui s'occupent d'affaires un peu non classées, hein. Vous voyez, Mulder et Scully, bah, là c'est un petit peu ça, c'est le département F. Alors c'est le département dont les joueurs vont avoir affaire régulièrement, parce que jouent les joueurs ne jouent pas des créatures surnaturelles, ne jouent pas des créatures fantastiques, jouent des fancy. Des fancy sont des sortes d'exorcistes qui sont chargés à Hong Kong de maintenir un équilibre entre le yin, le yang, le surnaturel
et le réel. Et en fait, leur mission n'est pas d'exterminer toutes les créatures surnaturelles, n'est pas de faire le vide, mais justement peut servir parfois d'intermédiaire entre les différentes composantes de Hong Kong, à la fois surnaturelles et réelles. Voilà. Les triades, alors là évidemment, qui dit Hong Kong dit triade. Alors là, vous avez l'histoire des triades, l'organisation d'une triade, la tête du dragon, les oncles, le conseil des cadres, les soldats. Voilà. À chaque fois, vous avez plein d'exemples, à chaque fois, vous avez des petits détails qui vont enrichir la culture du meneur de jeu et aussi lui donner plein d'idées de scénario. L'organigramme d'une triade, comme vous voyez ici. La relation avec le surnaturel, évidemment, là, vu qu'on est dans les chroniques de l'étrange, partout à l'intérieur de l'ouvrage, les auteurs ont ajouté des éléments qui les rattachent au côté surnaturel. Les triades, quelques exemples de triades, la triade des trois lotus, les véritables triades qui existent, voilà, donc vous pouvez récupérer les triades qui existent pour faire vos scénarios. Les fatsis, alors ça, les fatsis, ça sera les joueurs. Alors, les fatsis, ce sont des sortes d'exorcistes, de magiciens, enfin, tout ce que vous voulez, qui utilisent des pouvoirs magiques aussi, hein, qui sont en fait élus par les dieux et qui ont des missions dans Hong Kong. Donc, chaque fatsi a son propre rôle dans le jeu ici. Ce sera un jeu d'équipe, donc chaque composante de l'équipe aura son rôle à jouer. Voilà. Voilà, devenir un fatsi, la formation. Évidemment, qui dit fatsi, qui dit cinéma de Hong Kong, dit également arts martiaux. Alors, le sanei, c'est chaque fatsi possède un artefact qui à la fois relie l'artefact, relie le fancy au monde magique, mais aussi lui permet d'avoir, c'est comme un artefact, il va lui permettre déjà de prouver son état de fancy, sa capacité, voire son autorité. Voilà. La communauté éparse, on va parler des commanditaires, les fatsis, si c'est un vie solitaire, mais ici on jouera plutôt en équipe. Le Taonet, c'est le Taonet. Alors en fait, le Taonet, c'est Internet des fatsis qui s'enrichit à travers les expériences des fatsis, des retours des fatsis. Alors c'était créé par un dieu, etc. Bon, il y a plein de légendes qui courent dessus. Le Taonet, c'est un petit peu l'élément de communication un peu secret et interne, l'intranet des fatsis, si on peut le dire comme ça. La religion populaire de Hong Kong, alors là, c'est très intéressant parce que vraiment on se plonge dedans, les trois religions principales de Hong Kong qui sont vraiment entremêlées. Si on veut vraiment comprendre la mentalité du Hongkongais, il faut comprendre qu'il n'y a pas de religion majeure. Leur façon de vénérer leur culte, c'est un mélange entre le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme. Voilà. Donc à l'intérieur de ce livre, vous allez avoir des éléments un petit peu mélangés de tout parce que ça représente vraiment l'esprit, la façon de penser des habitants de Hong Kong. Voilà, un étonnant syncrétisme, ils en parlent justement là. Les grands principes du yin, du yang, le Tao, les 5 éléments, parce que les 5... Alors vous allez voir qu'au niveau des règles, les auteurs ont réussi vraiment à retranscrire ces 5 éléments, la notion de yin, de yang, dans le système de règles. À travers un truc que j'ai trouvé, enfin une mécanique que j'ai trouvé vraiment très sympathique. Le Hei, hein, le Hei c'est un petit peu, si je voulais vulgariser dans la fantasy, c'est un petit peu votre mana, c'est ce que vous allez utiliser pour les arts martiaux, mais vous allez utiliser pour lancer des sorts également. Les notions de macrocosme et de microcosme, l'apothéose, l'immortalité, les notions de mortalité, de réincarnation. Alors là, on parle vraiment on simplifie, hein, c'est une belle synthétisation de toutes ces religions. On apprend l'essentiel, bon, évidemment, vous pouvez aller plus loin dans vos recherches. Les divinités, voilà, là, il y a énormément de divinités, hein. Voilà, les divinités terrestres, etc. Donc quelques exemples, les immortels, les 8 immortels. On parle de Bouddha, bien évidemment. Alors, le Bouddha principal, hein, mais aussi des autres Bouddhas, parce que les 10 enfers, le périple de l'âme, la magie chinoise, la magie symbolique, les différentes voies. Alors là, vous allez voir que toutes les voies magiques ici sont attachées à des éléments. Par exemple, le cinabre interne que vous allez retrouver dans la fiche de personnage, c'est associé au métal. L'alchimie, c'est associé à l'eau. La maîtrise de la voie, c'est associé à la terre. Vous allez voir que les aspects, on appelle ça les aspects, ont leur importance à travers les règles. L'exorcisme, associé au feu, et la géomancie au bois.
la religion populaire au quotidien, comment les Hongkongais pratiquent leur culte, les symboliques, les fêtes. La communauté surnaturelle de Hong Kong, alors là vraiment on s'écarte un petit peu de l'historique pour rentrer dans le surnaturel et dans le jeu de rôle à proprement pas parler, à travers la récupération d'énormément de créatures de la culture populaire chinoise. Voilà. Donc vous avez évidemment un peu de vocabulaire, les esprits animaux c'est les Sozing, alors vous avez différents esprits animaux, hein. Vous avez les esprits crevisses, les esprits lions, les esprits crocodiles, etc. Ils expliquent bien que quand vous les croisez dans la rue, il n'est pas évident de les remarquer de suite, qu'ils sont un petit peu spéciaux, qu'ils ne sont pas humains, mais qu'il y a différents moyens de les repérer quand même. Vous avez les démons, alors les démons c'est plutôt le côté, c'est plutôt ceux-là que les Fatsis vont combattre, hein. Vous avez aussi les Gwai, qui sont les fantômes. La structure de la communauté surnaturelle, alors c'est très structuré, hein, parce que bon, il y a une hiérarchie à travers les espèces. On appelle ça les Yungwai, voilà, c'est toutes ces créatures surnaturelles, hein, qui hantent Hong Kong. Hong Kong qui est devenu un petit peu la capitale des créatures surnaturelles. Bon, ils expliquent un petit peu à l'intérieur pourquoi, je vais pas m'étendre dessus. Voilà, les objectifs communs, la soif de pouvoir. Voilà. Les dirigeants de la communauté surnaturelle, bon, les rois dragons, voilà, on parle des rois dragons, c'est une divinité terrestre qui détenait jadis un pouvoir. Alors ils ont été un petit peu exterminés, mais certains ont survécu, se sont installés dans Hong Kong, ils sont installés à Hong Kong, pardon, et ont monté des espèces de petits mini-empires occultes. Donc certains sont devenus très puissants. Voilà. Donc là, vous avez quelques exemples avec Wang Lu, la grande tisseuse, qui est son corps moitié araignée, moitié femme, magnifique femme, les divinités, les domaines spirituels. Voilà, on y peut. Alors vous voyez qu'il y a plein d'illustrations. Voilà. Alors voilà, un démon, par exemple, Gungun, le démon des eaux, qui a été chassé, mais qui est là. À Hong Kong, il y a encore des fadas qui vénèrent, un petit peu comme dans Lovecraft, il y a des gens qui s'acharnent à vénérer des trucs comme ça, qui s'acharnent à vénérer ce démon, et évidemment, ce démon a bien envie de répondre à l'invitation de tous ces fanatiques. Voilà, vous avez plusieurs, l'enfant rouge, là, les gardes monarques, vous avez les grands. Évidemment, au début, vous n'allez pas vous frotter trop à ça. Et puis on part on arrête un petit peu, on revient sur Hong Kong, on revient sur l'historique, le port parfumé. Et là, vous avez le plan de Hong Kong. Alors, une carte du plan est fournie. Voilà, vous pouvez l'avoir. Voilà, je vous la mets en insert. Mais à l'intérieur, vous en avez aussi une autre. Donc, ça parle des 18 districts, voilà, qui est ici, bon, en plus petit. Vous avez tout le détail. Alors là, ça peut dire qu'Hong Kong, l'île, mais c'est pas que l'île, hein. Vous avez aussi la côte. Voilà. Et là, tout est décrypté par district. Et dans chaque district, il vous donne des petits lieux. Et dans chaque petit lieu, il vous donne des éléments, des idées de scénario, des petites anecdotes, etc. Et même des détails sur la population fantastique de l'endroit. Alors, vous voyez qu'ici, c'est long. Bon, il y a beaucoup à lire. En fonction, là, à la fin, quand vous avez fini ce chapitre-là, je peux vous dire que vous êtes calé. Vous pouvez faire un quiz Hong Kong. Ça va, un quiz surnaturel aussi. Alors, par exemple, ici, vous avez Hong Kong, labyrinthe céleste. Vous avez le trait, toile étendue de ruelles, de passage, compression de l'espace et du temps, zone mouvante et non cartographiée, population bigarrée. Donc, vous avez un résumé. Et vous avez aussi ici des détails sur le quartier. Casse, Kolong, voilà, la plus forte entité humaine du monde. Ah, énormément de détails, beaucoup à lire, peu d'images, mais c'est très aéré, donc c'est pas très difficile à lire quand même. Hein. L'Académie des arts cinématographiques, hein, vous avez plein de choses, le centre dans tout le monde, Monsieur Horn, vous avez plein de personnages. Il a été effectué pour ce livre, je suis admiratif, un travail de recherche, un travail de synthèse absolument admirable. C'est même agréable à lire pour ceux qui, même si vous n'avez pas forcément le temps ou les joueurs pour vous lancer dans la construction d'une campagne des Chroniques de l'étrange Hong Kong, c'est une mine de renseignements et d'enrichissement personnel. Hein. Les New Territories, le capitaine Dr. Monk, vous voyez qu'il y a plein de petits... à chaque fois, vous avez un petit focus sur la région.
Alors j'essaie de tourner lentement les pages, comme ça vous avez aussi la possibilité de faire un petit arrêt sur image et voir un petit peu le style. Vous voyez que c'est très bien écrit, bon c'est pas étonnant de la part de nos auteurs, hein. C'est très bien écrit, c'est très agréable à lire. Il y a une belle vulgarisation, ils arrivent bien à mêler, moi je trouve, tous les termes techniques, tout le vocabulaire de l'endroit à travers, à nous le simplifier de manière à ce qu'on comprenne bien. Enfin franchement c'est un super travail. J'ai pris grand plaisir à lire ce livre. Les montagnes brumeuses, les armées de nuages flottants. On revient à quelques images. Alors il y a beaucoup d'illustrations de pleine page qui sont vraiment sympathiques. Le Dragonfire Club, vous avez des endroits vraiment... alors, beaucoup de gens qui aiment le cinéma d'arts martiaux chinois, le cinéma hongkongais par excellence, vont retrouver dans ces descriptions plein de choses qui vont évoquer quelques souvenirs de films plutôt sympathiques. Combat rythmé. Alors, là, on va passer, je reviens un petit peu en arrière. Ici, c'est les règles de Hong Kong, les chroniques de l'étrange. Le jeu, en fait, c'est un jeu qui ne fait pas intervenir le meneur de jeu en tant que lanceur de dés. C'est-à-dire, le meneur de jeu ne lance pas les dés. Bon, c'est pas le seul jeu de rôle qui est comme ça. Il n'y a que les joueurs qui lancent les dés. Donc, dans Hong Kong, les personnages sont définis par des aspects. Là, vous les avez, ils sont définis ici comme ça. Donc, quand vous voyez un aspect comme ça, ça veut dire que les 5 éléments sont ici. Chaque aspect va avoir une caractéristique qui est comprise entre 1 et 5. 5, c'est vraiment monstrueux, 1, c'est ce qu'il y a de plus bas. C'est le nombre de dés que va lancer le personnage quand il va le faire une action en lien avec cet aspect. Voilà. Donc les aspects sont décrits, par exemple ici vous avez la description des aspects, l'eau est fluide, voilà, donc l'eau permet de faire pousser les arbres et génère de ce fait le bois, l'eau éteint le feu, ce sont la génération et la domination, et vous allez voir qu'à travers le système de dés, il y a un système de cercles qui s'effectue et qui va permettre de donner des avantages et des désavantages, si je résume ainsi. Alors, la terre est fertile et persistante, alors tout cela, on pourrait les résumer, évidemment, dans des caractéristiques beaucoup plus classiques. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction d'une action que vous voulez faire, si vous voulez faire une action typique, il va avoir plusieurs manières de l'effectuer en fonction de l'aspect que vous allez choisir. Par exemple, l'eau est fluide, voilà, l'eau symbolise une nature agréable et disciplinée, une eau élevée sert justement par une forte curiosité et une grande capacité de concentration, une personnalité avide de connaissances et de compréhension, un esprit vif et logique. Voilà. En revanche, cet aspect peut également se traduire par une certaine rigidité mentale, une tendance à intellectualiser au détriment des émotions et du ressenti, d'où une certaine froideur apparente. Et vous allez voir que ça va avoir une influence aussi sur les règles, un peu plus loin, en fonction du profil de votre personnage. Les compétences et les ressources, c'est tout ce que ça va faire le personnage. Là aussi, ça va rajouter des dés. Et donc, quand vous allez faire un test, vous allez ajouter le nombre de dés de l'aspect et le nombre de dés de la compétence. Ça va vous faire un certain total de dés. Et si dans la compétence, vous avez possédé une spécialité qui correspond en plus à l'action que vous effectuez, vous allez rajouter un dé en plus. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Donc les compétences et les ressources, c'est ce que vous allez faire, les ressources c'est ce que vous disposez, si vous voulez par exemple avoir des renseignements dans une ville au niveau vous avez des ressources au niveau des gangs, c'est-à-dire que vous avez des connaissances, des connaissances dans le gang, c'est des ressources, vous allez utiliser la ressource, le nombre de dés correspondant à la ressource. Elles sont toujours comprises entre 0 et 5, évidemment. Voilà. Alors là, vous avez une liste de compétences standards. Vous pouvez les en rajouter, évidemment, mais là, elles sont présentées. Vous pouvez déjà utiliser celle-là. Et par exemple, vous prenez la compétence art, vous avez aussi des spécialités, ce que je vous disais. Vous avez peinterie, bistonnerie, peinture, sculpture, street art, forge, voilà. Voilà comment ça marche. Vous avez par exemple, si vous utilisez l'art avec le métal, ça veut dire que vous allez mettre sa passion dans une peinture, rédiger une critique. L'eau s'adapter à une nouvelle approche créative, suivre à précision les consignes artistiques. Terre se livrer à une performance fatigante. Feu puiser dans ses sentiments pour exécuter une danse subjective. Ce sont que des exemples évidemment. Et bois étudier une œuvre. Alors donc en fonction de la compétence, de la manière dont vous utilisez la compétence, vous allez utiliser les dés d'aspect qui sont en rapport. Bon.
Donc vous avez art, enquête, vous avez érudition, filouterie, prouesse. Alors prouesse, vous allez voir que c'est en combat, c'est pour déterminer l'initiative. Par exemple, science, technologie. Vous avez les compétences martiales, vous avez le kung fu, les compétences martiales. Donc dans le kung fu, vous avez, si vous utilisez kung fu avec l'aspect métal, vous jetez sur l'adversaire, haut vous effectuez un coup bien réfléchi, terre vous assurez la posture, etc. etc. Et vous allez voir que à travers le combat, vous allez pouvoir, c'est mieux décrypté et c'est beaucoup plus. Alors ça paraît un petit peu compliqué comme ça, mais une fois qu'on a bien décrypté le système, ça roule tout seul. La liste des compétences magiques, et là vous avez les différentes voies, comme je vous l'ai expliqué. La voie du métal, c'est le cinabre interne, l'eau c'est l'alchimie, la terre c'est la maîtrise de la voix, le feu c'est l'exorcisme, et le bois c'est la géomancie. Ici vous avez les ressources, le matériel, le renseignement, comme je vous ai dit au niveau du gang par exemple, la rue, le gang, peu importe, l'influence. Les 3 trésors, en fait, ce sont vos points de vie, vos points de mana, et voilà. Donc là, vous avez le zing, c'est les points de vie. Je résume, hein, excusez-moi les auteurs, hein, mais c'est pour aller plus vite. Le san, c'est un peu la santé mentale, le psychologique, et le L, c'est toute l'énergie qui circule en vous, qui va vous servir justement à dépenser des points pour lancer des sorts, ou pour effectuer ce qu'on appelle des styles d'arts martiaux. La première chose à faire, c'est quand les joueurs vont commencer à jouer, avant de créer les personnages, on crée un groupe. Donc dans le groupe, il faut créer un concept. Voilà, vous avez ici. Vous allez devoir créer aussi le rapport que le groupe a avec le surnaturel, en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, vous cherchez à exterminer tout le monde, vous cherchez plutôt à négocier, etc. Et le rituel. Alors le rituel, ça va permettre de réalimenter ce qu'on appelle le Liuxiu. Alors le Liuxiu, le jeu les Chroniques de l'étrange, vous avez deux mini-plateaux. Vous avez 2 roues. Vous avez le Liuxiu qui va servir de réserve de dés, où les joueurs ont pu piocher des dés à l'intérieur pour les rajouter, améliorer leurs compétences. Voilà, ça c'est le Liuxiu. Et vous avez une autre roue qui va être la roue initiative. Il n'y a pas de round dans les combats. Bon là, on va venir un peu plus loin. Donc le Liuxiu, ça se relève dynamique. Vous allez rajouter des dés, vous allez en récupérer. Quand vous faites un rituel, vous rajoutez un nombre de dés, des dés qui en fonction du nombre de joueurs, etc. sur les endroits. Voilà, je vous montre en gros plan à Liuxiu à quoi ça ressemble. Voilà, vous avez donc des dés qui sont dessinés dessus. En fonction du chiffre, vous mettez le dé sur l'icône correspondant. C'est par exemple, si vous faites un 6, vous rajoutez le dé sur l'eau. Voilà, tout simplement. Ça va vous permettre ensuite, après, de récupérer ces dés. La création de personnages, alors c'est très simple en fait. Vous allez choisir d'abord un gardien céleste. Le gardien céleste va vous donner à la base des caractéristiques de départ. C'est-à-dire si vous prenez par exemple l'oiseau écarlate, voilà, sud c'est le yang, l'aspect privilégié c'est le feu, la répartition du Ei ça sera un yin et 5 yang puisque c'est le yang, voilà. Et la magie ça sera l'exorcisme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous l'aspect privilégié c'est le feu, vous allez mettre 2 dans le feu et vous allez mettre 1 dans les autres. Voilà. Mais vous allez pouvoir augmenter. Voilà, donc vous allez avoir ensuite des points en plus que vous allez répartir. Voilà. Donc si vous mettez 5 en yin, vous avez choisi par exemple pour les écarlates 1 yin et 5 yang, vous les rajoutez ici dans les 3 trésors. Vous voyez qu'ici 1 yin, 1 zing et 5 yang. Vous les mettez là. Voilà. Ici et ici, ça représente le yin et le yang. Ensuite, vous avez l'exorcisme, vous cochez l'exorcisme, vous voyez qu'ici c'est le feu, l'exorcisme, vous allez choisir gratuitement également une compétence. Les aspects, une fois que le gardien céleste peut répartir un total de 8 points. Voilà, vous pouvez répartir un total de 8 points, donc un seul peut arriver jusqu'à 5, parce que c'est vraiment exceptionnel. Les compétences et les ressources, c'est un petit peu pareil. Vous allez avoir des compétences et des ressources qui vont être définies dès le début, voilà, et vous allez pouvoir ensuite les gonfler. Voilà. Les 3 trésors, ce sont des caractéristiques qui dépendent des choix que vous avez fait précédemment. N'oubliez pas que chaque fois que vous mettez des points, ça correspond non pas à une valeur, mais au nombre de dés que vous allez pouvoir lancer. Le Sané, c'est l'objet magique qu'il va falloir construire avec l'accord du MJ. En fonction de ce que vous allez choisir, c'est toujours un objet, et cet objet-là va vous donner des capacités spécifiques.
Voilà. Donc là, vous avez plein d'exemples. Le saut du son gardien, vous avez plein d'exemples. L'évolution de personnage, c'est un système 10 points, un système d'XP, et ça s'appelle les points de Tao. C'est assez traditionnel. Le système Engerang, là, vous avez... On fixe le meneur de jeu fixe la difficulté, c'est-à-dire le nombre de dés qui doivent atterrir, que le joueur doit essuyer dans l'aspect. Voilà. Et ensuite, le personnage va choisir une action, donc ça va lui déterminer un aspect et une compétence. Il va lancer ces dés-là et il va les répartir sur la roue. Une fois qu'il les a répartis sur la roue, par exemple, s'il fait un 2, il va le mettre ici. S'il fait un 0 ou un 5, il va le mettre ici. Enfin, 10 plutôt. Un 8, un 3, il va le mettre ici. Vous voyez que ça correspond. En fonction de l'aspect qu'il a choisi, vous avez des flèches. C'est-à-dire que, ici, vous avez, par exemple, il avait choisi un truc sur le bois. Donc, il a 2 réussites, parce qu'il a 2 dés sur le bois. S'il a un dé ici, ça va générer automatiquement une action positive. Parce que ici, ça génère des dés ici. Si ici, c'est l'inverse. Voilà. Négatif. Ça, c'est le meneur de jeu qui va pouvoir automatiquement mettre un petit handicap contre le personnage. Ensuite, vous avez le système de domination. C'est-à-dire que le bois domine la terre. Donc, si le bois domine la terre, il va prendre le joueur va prendre le dé de terre et va le mettre dans le plateau central, dans la réserve de dés. Si il y a un dé dans le dominé, par exemple ici, c'est le maître de jeu qui va pouvoir récupérer le dé pour avoir ce qu'on appelle un jeton supplémentaire qui va lui permettre de l'utiliser ensuite pour modifier certains aspects du jeu. C'est la seule façon que le meneur de jeu a influencé sur les joueurs en plus de narrer l'histoire. C'est-à-dire il va utiliser ce que les joueurs lui ont donné. Bon, il démarre déjà avec un jeton par nombre de joueurs en face, mais en plus il va en gagner comme ça et il va pouvoir influer sur le jeu comme ça. Voilà. Il y a la notion de flashback, c'est-à-dire, bon, je ne vais pas y revenir, mais c'est un système qui va vous permettre, si vous devez lancer un sort, vous pouvez essayer de dire que vous avez fait un flashback à travers le Loxiu, il est là, par exemple, ici, et que vous allez pouvoir créer une action avant celle que vous êtes en train de faire, comme pour préparer un sort, par exemple. Alors, ça paraît un petit peu compliqué comme ça, dit à la va-vite, dit rapidement, mais je vous assure que c'est simple. Une fois qu'on a pris la mécanique, ça va assez vite. Vous pouvez interpréter ensuite vous interprétez les résultats. Voilà. Avec le meneur de jeu. Alors, c'est toujours le joueur qui interprète les résultats. Évidemment, il se fait aider par le meneur de jeu, s'il voit que le joueur rame, il va pouvoir l'aider. Mais il faut le dire honnêtement, c'est un jeu qui s'adresse quand même, moi je pense, personnellement, c'est mon avis personnel, aux joueurs qui ont quand même une certaine expérience dans le roleplay. Voilà. Sinon, le meneur du jeu va évidemment pouvoir le faire, mais il va falloir qu'il les aide énormément. Résoudre une action en opposition, c'est un petit peu... Alors, si c'est un PNJ, le PNJ, il a des capacités, il a un système... il est très rapidement décrit, et il suffit de faire un nombre de réussites qui s'arrête à la capacité du PNJ à laquelle il est opposé. En vigilance ou peu importe. Résoudre une action longue, c'est-à-dire on doit faire un capital de réussite sur un certain nombre de temps. Voilà. Échouer les choses, les 3 trésors, évidemment vous perdez, là c'est le système qui est le plus classique, vous pouvez gagner, récupérer avec les soins, etc., la perte de santé. Alors vous avez un système de paliers, plus vous perdez de points dans ces compétences-là, et c'est particulier, mais par exemple quand vous perdez des points par exemple en SAN, vous allez descendre, quand vous êtes à un certain palier, vous allez avoir un dé en moins, etc. Voilà. Là, vous avez les soins physiques, la méditation qui va vous permettre de récupérer du Ei. Et gérer les ressources, alors votre influence, etc. Bon, comme c'est le système fonctionne, tout fonctionne de la même manière, donc c'est pas très compliqué. Avec les différentes façons de compétences, utiliser ces compétences de manière passive, le système de combat. Et on aborde le système d'initiative que j'ai trouvé vraiment très original. C'est-à-dire, on va d'abord déterminer l'initiative du personnage. Donc ça veut dire, il va voir l'aspect qu'il utilise et la première compétence. Il va se placer sur la roue avant le petit trait vert. Vous voyez ici, en nombre d'initiatives qu'il a eu. Il va faire son action va dispenser un certain nombre de points d'action. Et il va déplacer son curseur. Et on va tourner comme ça. Et à chaque fois... Tant que tant que la scène n'est pas terminée, on va tourner. Donc il n'y a pas vraiment de round. Là, vous avez le prix des actions. Au contact,
la notion de distance en combat, pardon, là j'ai été un peu trop vite. Hein. Donc les distances, alors c'est un jeu qui ne fait pas affaire aux figurines ni aux grilles. La figurine, vous pouvez éventuellement la poser, si vous n'avez pas de jetons, vous pouvez éventuellement le poser sur la roue d'initiative, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, vous choisissez l'attitude. Attaquer, c'est 3 crans. Et à chaque fois que quand vous avez effectué l'action, par exemple attaquer, vous déplacez de 3 crans. Se défendre un cran, défendre notre personnage. Se défendre, pouvez vous défendre, vous déplacer d'un cran aussi. Voilà. Changer d'art martial. Retarder son personnage, évidemment, c'est variable. Retarder son action en fonction d'un événement, c'est 6 crans. Viser, se concentrer, si vous perdez 2 crans. Et là, vous avez un récapitulatif. Hein. La protection, ça enlève des points de dégâts. Les points de dégâts, c'est en fonction de l'arme, plus en fonction, voilà, vous verrez ici, dégâts correspondant à l'arme. Les dés fast, si vous avez des dés positifs, ça veut dire les dés qui sont générés, comme je vous ai dit, ça rajoute à chaque fois un point de dégâts en plus. Voilà. Moins la protection de la cible. Chaque arme a une définition, la liste des arts martiaux. Alors pour faire un art martial, vous avez le style et la technique. Il faut activer du A pour pouvoir les déclencher. Alors là, le style, quand vous le déclenchez, ça dure tout le temps, tant que vous ne le changez pas. La technique, par contre, il faut leur rajouter du A, donc ça va dépenser en plus. Donc vous avez 1 tonne d'arts martiaux, ça c'est génial, il y en a plein, la boxe de la force, la pensée, le Seo de Gao, le kung fu de l'invulnérabilité, la forme du couteau papillon, et là vous avez les techniques qui sont là. Alors là le style, par exemple, si on prend le kung fu de l'invulnérabilité, par exemple, l'orientation c'est ou yan ou yin, c'est pas un problème. L'aspect c'est la terre, donc il va falloir utiliser votre aspect terre. La compétence c'est le kung fu, donc il faut que vous ayez un kung fu, vous avez la compétence kung fu, la spécialité c'est les manus. Donc si vous avez les manus, vous avez une épée, vous ne pouvez pas utiliser ce style. C'est en fortifier le corps à l'extrême pour pratiquer le kung fu et l'invulnérabilité. Le pratiquant résiste à des coups qui laisseraient d'autres sur le carreau. Le personnage obtient une protection de 2. Ça c'est tout le temps. À partir du moment où vous dépensez du A pour ce style, il n'y a pas de problème, vous le gardez. Ensuite, vous pouvez déclencher des techniques pendant le combat. La chemise de fer, là par exemple ça c'est en réaction, l'action d'attaque ou de défense, la volonté de faire, etc. Donc là vous avez 3 techniques. Évidemment, il faut dépenser du A pour les activer. Vous voyez qu'il y en a un paquet. Les poignards volants, les 1000 frelons, Gung Fu, Gun Kata. La magie, les principes plus généraux, alors ça marche pareil, hein, c'est exactement le même système, vous avez un jet de magie, voilà, c'est un jet de compétence normale, hein, sauf qu'il coûte un certain nombre de points de AI, comme pour les arts martiaux. Voilà. Donc là vous avez les composantes, les objets nécessaires, les consommables, etc. La magie, la technologie, la puissance. Vous pouvez augmenter en puissance en fonction de certaines caractéristiques, c'est-à-dire que si vous avez des aspects supplémentaires, des aspects qui collent, vous pouvez augmenter la puissance du sort, c'est-à-dire il y a différents types de... La puissance, c'est pas forcément augmenter ça peut la durée, ça peut... plein de choses différentes. Voilà. Là, vous avez la liste des magies qui est derrière. Et c'est classé évidemment à chaque fois par aspect. Le synarbe interne, le métal, vous avez ici l'essence, voilà. L'esprit. Chaque fois vous avez des exemples, hein. C'est vraiment bien fait, quoi. Manipulation, l'aura, l'alchimie, l'acupuncture. Vous avez beaucoup de... Vous voyez les exemples comme ils sont vraiment bien décrits, etc. Les joueurs, les auteurs se sont vraiment attardés sur le sujet. Voilà, pour bien que l'on comprenne exactement leur façon d'appréhender le jeu. Magie d'or, l'exorcisme. Alors dans l'exorcisme, vous avez l'invocation. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a tout. Hein. Vous avez la traque. Vous avez la protection. Vous avez la punition. Vous avez la domination. On passe à la géomancie. Mener une partie. Alors là, ça décrit essentiellement, il y a au-delà des simples descriptifs de conseils qu'on vous trouve dans tous les jeux de rôle, vous avez aussi
bien utiliser la Tingy. La Tingy, c'est ce que je vous ai dit, c'est les jetons que vous donnent, enfin les dés que vous donnent les autres joueurs quand ils utilisent un aspect et que des dés arrivent de l'autre côté dans un aspect qui les domine. À chaque fois, vous donnez un dé. Ce dé, ça se transforme, c'est la réserve de Tinjin. Donc ici, vous avez des conseils comment utiliser ce Tinjin, par exemple, lorsque des points de Tinjin sont dépensés pour augmenter l'aptitude d'un PNJ, par exemple. Et vous avez aussi encore des exemples. Les personnages non joueurs. Alors les personnages sont définis par un niveau de menace. Alors le niveau de menace, c'est à quel point il est dangereux en face à face. Okay. Et vous avez aussi la capacité de nuisance. C'est aussi son influence dans l'univers du jeu. Voilà. Il y a deux choses. Il peut être très peu menaçant, c'est-à-dire qu'il peut être tout rachitique, mais avoir comme un chef mafieux et avoir une grande capacité de nuisance. Et vice-versa. Donc dans chaque chose est déterminée. Par exemple, le niveau de menace va de profane à renommé. Voilà. La capacité de nuisance va de figurant à divinité. Voilà. Et à chaque fois, il vous explique ici la différence et les conséquences de ce niveau de menace ou de cette capacité de nuisance. Et vous avez aussi les aptitudes physiques. Aptitude martiale, aptitude mentale, aptitude sociale, aptitude spirituelle. C'est vraiment très bien fait, c'est-à-dire qu'on ne s'attarde pas, le PNJ n'a pas 40 000 caractéristiques. En fonction de ce qu'il va faire, vous prenez l'aptitude du personnage et ça représente un peu le seuil de difficulté du personnage, du joueur. La vitalité, le EI, un PNJ ne possède pas de EI par exemple. Ici il possède un EI, il possède une seule valeur, il n'y a pas les trois valeurs. Voilà. Générer des PNJ. Comment générer un PNJ? Les groupes de PNJ, c'est-à-dire que vous pouvez aussi réunir tous les PNJ très faibles en une seule entité, qui est un groupe de PNJ très faible, par exemple. Voilà. Créez vos propres PNJ. Et là, vous avez une belle galerie, un bestiaire, j'aurais tendance à dire, qui génère différentes conséquences sur les personnages, comme la peur, la possession, la protection, certaines capacités de régénération, de vol. Et là, vous avez la liste des catégories de Young-Wai, c'est-à-dire les créatures surnaturelles, avec plein d'exemples. Alors, ça parle des esprits animaux, là vous avez l'esprit serpent, par exemple, et vous avez à chaque fois un PNJ, l'esprit renard, un PNJ encore. L'esprit tigre, l'esprit araignée. Michel Jung, une gentille couturière qui est un esprit araignée, par exemple. Un explorateur urbain, petit parrain. Esprit écrevisse. Esprit crevette. Les objets hantés, les revenants. Avec le fantôme. Le spectre affamé, le mort-vivant. Les nœuds d'énergie néfaste, alors ça c'est des événements qui a eu lieu et ça laisse une énergie sur place, qui peut être positive ou négative. Voilà. Les démons, alors c'est souvent les adversaires carrément des Fatsi, les animaux démoniaques, les démons gardiens, les différents monstres. C'est pas beau, voilà. Les prédateurs, autres êtres surnaturels, les fées, les mortels initiés, vous avez des PNJ initiés aussi, avec le sorcier par exemple, l'intermédiaire ou le consultant. Et là, vous avez 3 scénarios. Et donc je ne vais pas m'attarder dessus, hein, je vais passer rapidement. Donc 3 scénarios qui forment presque une mini-campagne, hein. Franchement, il y a de quoi faire, donc là je vais passer rapidement. Vous avez tous les PNJ qui sont détaillés, et là vous voyez qu'aussi c'est au niveau de la facilité d'emploi, c'est vraiment génial, c'est super léger. Ligne tortue sur leurs épaules, c'est de Julien Moreau. Vous avez aussi un scénario d'Antoine Boza. Voilà, conclusion, bah, c'est celui-là, voilà, un bon chat et bon rat, d'Antoine Boza.
voyez que c'est des scénarios qui, je faillis très vite. Là, j'espère que vous allez faire des scénarios. Voilà, c'est plein de scènes, les affaires, conclusions potentielles. Les biens et services. Là, vous avez un récapitulatif de tous les transports en commun de Hong Kong, les biens, les armes à feu, le niveau d'objet, le domaine, la portée, les dégâts. Alors voilà, ici, vous voyez que le dégât, c'est l'aspect feu. Armement et armes blanches. Le lexique, très utile. Voilà, avec les guides de prononciation. Alors moi je me suis pas, j'ai sûrement été très maladroit dans la présentation parce que je me suis pas vraiment entraîné encore. Voilà. Il y a un guide phonétique, il y a un almanach, pardon, la fiche de personnage que vous pouvez trouver sur le site. Comme vous pouvez télécharger gratuitement sur le site la réserve de dés et la roue d'initiative. Hein. Le profil, voilà, vous avez des PNJ. Des personnages pré-tirés, pardon. Là, vous avez des personnages pré-tirés si vous voulez le lancer rapidement dans l'aventure. Hein. Mage taoïste. L'enquêteur de l'étrange. Danny Hu, l'artiste urbain. Les compétences standards, ça sera l'art, street art en spécialité de l'enquête, érudition, filouterie, spécialité discrétion. Alors, vous voyez que à chaque fois, comme je vous le disais, quand vous avez une spécialité, filouterie, si en plus vous essayez de faire un discret, vous avez 2 dés parce que c'est filouterie, et comme c'est votre spécialité, si vous voulez vous faufiler dans une maison, ça fera un dé en plus, ça fera 3 dés par exemple. Magician, la sentinelle occulte. On a un exemple de Sané, hein, par exemple, c'est une montagne immobile, c'est un long bateau, un eau de prière, et là vous avez les capacités de l'objet, affecte les créatures surnaturelles, même intangibles au contact, dégâts 3, ajoute un niveau de puissance gratuit, un dé supplémentaire à lancer à tous les jets de géomancie. Là vous avez les composants et ingrédients. Lilichu, la sorcière repentie. Alors vous avez pas mal de pré-tirés, il y a du choix. Hein. L'index. Indispensable. Et voilà, et la couverture de fond, de fin. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté rapidement les chroniques de l'étrange. Franchement, c'est un ouvrage qui est très intéressant, très original. Moi, j'aime beaucoup. Je suis pas un fan. Enfin, j'aime bien les films de sabre ou les films d'arts martiaux chinois et hongkongais, mais je suis pas un spécialiste. Mais franchement, là, ça m'a vraiment donné envie de faire jouer parce que déjà le système de résolution, je l'ai trouvé hyper bien pensé. Vraiment, il restitue. J'ai fait quelques petits essais au bout d'un quart d'heure. Franchement, ça tourne. Hein, au niveau des combats, etc. Donc, l'ambiance normalement des films d'arts martiaux japonais ou chinois, c'est de la rapidité, etc. Et là, vraiment, le fait de ne pas faire de round génère cette sensation cinématographique où ça s'arrête jamais. Voilà. Donc le seul truc, c'est que je pense que comme il y a beaucoup un aspect narratif où la personne doit créer pratiquement, doit beaucoup narrer parce qu'il y a très peu de descriptions précises, par exemple quand vous lancez un sort, etc., du sort, il y a beaucoup d'interprétations qui doivent être faites et d'imagination et de création de la part des joueurs. C'est peut-être le petit écueil qui fait que au niveau narratif, le meneur de jeu va falloir au début, s'il tombe sur des joueurs débutants, va devoir beaucoup les aider pour les aider à créer, à imaginer un petit peu les conséquences de leurs actes. Voilà, mais c'est vraiment le seul écueil. Voilà, donc je vous ai présenté Hong Kong, les chroniques de l'étrange. C'est un jeu de rôle de Romain D'Huissier et de Cédric Lamère, c'est des éditions Entremonde. Alors, sans oublier qu'il y a aussi un écran disponible. Hein. Voilà, je vous le montre en insert ici. Voilà. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, à mettre un petit pouce en dessous, et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaine Guerrier Plon TV. Merci, à bientôt.